êtes à l'écoute de Radio J, 8h17 et on marque une petite pause dans cette édition spéciale législative pour parler un instant du procès du 13 novembre 2015 avec notre chroniqueur judiciaire Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Michel, l'audience de ce vendredi était particulièrement attendue après plus de 9 mois de procès. C'était le 3e et dernier jour du réquisitoire des avocats généraux Nicolas Lebris, Nicolas Le Braconnet et Camille Hentier du parquet national antiterroriste. Et oui, Ilana, est déjà un parfum presque nostalgique, si on peut s'exprimer ainsi, de fin de procès que nous avons vécu vendredi avec les victimes et des avocats, comme chaque jour, lorsque nous nous retrouvons devant le palais de justice. La parole, d'ailleurs, va revenir désormais à la défense pour 2 semaines. En effet, en attendant, replongeons-nous dans la salle d'audience, comble à cette occasion du palais de justice, comme si vous y étiez. Nous sommes, Ilana, au moment où l'avocate générale se lève, environ de 15 heures, avant de requérir le quantum des peines réclamées. Camille Hentier revient sur les accusés. Elle évoque leur radicalisation, mais aussi la taquilla, ce concept de dissimulation qui vise à camoufler une pratique radicale de l'islam et des projets terroristes. On se dissimule aux autorités, mais pas à son entourage, dit encore l'avocate générale, qui entend montrer que certains des accusés n'ignoraient rien de la radicalisation d'autres protagonistes du dossier, dont il a été beaucoup question, bien sûr, au cours de ce procès, notamment au sujet des frères El Bakraoui, Ibrahim et Khalid, considérés comme les logisticiens en chef de la cellule djihadiste. Ils sont morts en kamikaze, mais à Bruxelles, en mars 2016, la Cour a longuement cherché à savoir ce que savaient plusieurs des accusés de leur radicalisation. Et puis vous nous le dites, l'avocate générale, comme ses 2 collègues, a été plutôt remarquable dans la précision, la rigueur et l'intelligence du dossier. Absolument. Il a là Camille Hentier, toujours la voix posée, le ton calme, évoque encore les accusés, leur enfance. Ils n'ont pas grandi dans la misère, ni dans l'opulence, dit-elle. On ne juge pas les damnés de la terre, du lumpenprolétariat, comme disaient jadis les marxistes, qui trouvaient des raisons sociales aux assassins. Et quasiment tous ont bénéficié d'une enfance qu'ils qualifient d'heureuse ou sans histoire. Elle met donc l'avocate générale en perspective ses trajectoires avec la radicalisation de certains accusés. Elle évoque à nouveau leurs croyances, leurs idées radicales. Je ne crois pas qu'un retour en arrière soit possible, pas pour le moment. En tout cas, en l'occurrence, justement sur ces questions, on va terminer, puisque c'est une édition spéciale, Ilana, par justement Abdeslam et Abrini, les deux principaux, les deux principaux accusés de ce procès. Qui ont utilisé leur droit au silence, c'est ça ? Exactement. Ils ont tout au long de cette session de procès utilisé ce droit au silence, mais ce sont les deux seuls survivants du convoi de la mort des commandos terroristes entre la Belgique et la région parisienne. Salah Abdeslam ne fait aujourd'hui pas mystère de ses convictions. Il s'est d'emblée présenté comme un combattant de l'État islamique, et ce jusqu'à son dernier interrogatoire. Il a voulu faire croire à avoir renoncé par humanité à l'attentat suicide, mais baliverne pour l'accusation. On ne peut que constater que malgré ses paroles, malgré ses larmes, Salah Abdeslam est jusqu'au bout resté fidèle à son idéologie, incapable d'exprimer le moindre regret. Et puis c'est la 4e fois dans l'histoire de la justice française qu'il est condamné à perpétuité. Absolument. Une perpétuité complète, c'est-à-dire sans période de sûreté. Perpétuité incompressible, c'est ça. Exactement. Et donc place à la défense à partir de ce lundi. Michel, on continuera bien sûr à en parler dès demain matin avec vous. Merci beaucoup Michel. Je vous en prie.